dans cette histoire CNES, le ressort profond, c'est l'armée. De tout temps, enfin depuis les années 45, la seule préoccupation de l'armée, c'est voilà des objets qui ont une technologie extraordinaire. Il faudrait qu'on puisse arriver à faire pareil, pour disposer d'armes, c'est tout. Hein, alors, j'ai écrit un bouquin dans le temps sur un colloque où je suis allé en janvier 2001, je crois, à Brighton. Et là-bas, il y avait un journaliste qui m'avait suggéré d'aller à ce colloque sur la propulsion avancée. C'était très bizarre comme truc. Bon. Et c'était organisé par un ingénieur. Ah oui, je sais, ça va durer pas mal de temps, mais il y a pas mal d'histoires qui refont surface, un peu comme des bulles. Et comment dire, c'était un ingénieur de Brighton, un universitaire plutôt, un technicien, qui avait organisé ce colloque. Et au départ, il avait un collègue qui avait une sorte d'institut spatial anglais dans son université et qui avait proposé de mettre à sa disposition, comme ça se trouve dans les universités anglo-saxonnes, des chambres d'hôtes, le restaurant, les salles, etc. Et puis, au dernier moment, il a décidé, non, je ne veux plus entendre parler, il n'y a plus rien, on arrête tout, et il a foutu le camp. Il n'y avait plus que sa secrétaire, le type était intouchable. Alors moi j'ai ce type-là au téléphone qui me dit je suis bien emmerdé pour ce colloque parce que j'ai plus de salle, j'ai plus rien, j'ai plus de chambre et tout ça. Je dis comment c'est pas possible. C'était vraiment une répression quoi. Il y avait non. Bon. Donc on était plusieurs dans le monde à vouloir se rencontrer et moi je dis à cet Anglais écoutez finalement au départ on était une douzaine, une vingtaine. Ça tient dans un salon un truc comme ça. Donc si on doit conférencer dans le salon de Madame Attel avec son piano à côté, avec un bout de tableau noir, et puis couché dans les hôtels, on ne doit pas y arriver, quoi. Donc, puis ensuite, pour ce qui est de rendre compte de ce colloque, on a nos sites internet, on pourra le faire. Donc, le truc s'est quand même monté. Il a trouvé le moyen de nous loger dans des hôtels de Brighton, un peu à droite et à gauche, puisqu'il n'avait plus de chambre d'hôtes, et il a eu accès à un bout de restaurant universitaire. Et il a trouvé un semblant de salle, on pouvait se trouver comme ça. Et là, il y a eu ce colloque, et en fait, c'était un colloque sur le sujet OVNI qui ne voulait pas dire son nom, quoi, c'est tout. Et là, j'ai vu arriver des Américains, et je leur ai donné des pseudonymes dans mon livre, et je continuerai d'ailleurs, parce que j'ai pas envie d'avoir d'emmerde avec ces gens-là, parce qu'ils font des procès, les gens, pas de problème. Et il y en a un, quand je suis arrivé, qui me dit vous êtes Jean-Pierre Petit? Je dis oui, je crois. Oh, je suis ravi de vous rencontrer. Il a dit qu'il doit avoir 60-65 ans. La première fois que j'ai entendu parler de vous, c'était dans les années 70, quand on m'a communiqué vos premiers articles sur les aérodynes Image D, on m'a demandé de les analyser. Vous vous rendez compte, en 75. Donc là, je me suis aperçu que j'avais été suivi à la trace par les Américains pendant 30 ans, sans le savoir. Ils sont très, très forts, ce côté-là. Bon. Alors, on s'est mis à parler MHD, et la MHD, encore maintenant, c'est pas quelque chose que les gens manient facilement, quoi. Il y a le nombre de spécialistes, il n'y en a pas beaucoup. En France, il n'y a personne. Et à un moment, j'ai dit à ce type-là, mais c'est étonnant, vous avez l'air de toucher votre bille dans ce domaine, alors que normalement, c'est un domaine qui est passé complètement à la trappe. Il m'a dit, oh, moi j'ai mis au point la torpille MHD américaine. Ah bon? Alors, j'ai dit, comment ça marche? Il dit, bah dans votre BD, le mur des silences, il y a les plans, l'accélérateur pariétal et tout ça. Alors là, tout à coup, je me suis dit, ce type-là, on imagine très bien le 40e sous-sol de l'R51, et là, il y a mes BD dans l'étagère et ma photo au mur. Il manque plus que la casquette Blériot avec la visière derrière, quoi. Et c'est vrai que dans le discours de ces types-là, en 75, en 76, j'étais très en avance sur les États-Unis, c'est tout. Voilà. Et ce que ce type-là disait, c'est nous, on a eu des moyens, vous pas, quoi, c'est tout. Et si quelqu'un avait fait un minimum attention, moi, je voulais pas faire des torpilles, mais j'aurais peut-être fait autre chose, quoi. Bon. Et donc, lui, ah oui, alors, ces torpilles MHD, vous voyez,
quand on essaye de mouvoir un objet dans l'eau, ça résiste très fort. On n'a qu'à prendre une canne, quand vous faites comme ça dans l'air, c'est rien, mais dans l'eau, ça frotte 1000 fois plus. Et la traînée de frottement est considérable. Alors une torpille normale, ça fait 100 km/h, quoi. 120 peut-être maximum, quoi. Enfin, à cause du frottement de l'eau, si on veut essayer d'aller plus vite, c'est pas possible. Alors les Russes ont utilisé dans la Sgwal un système qui consiste à jeter du gaz vers l'avant, puis là ils propulsent la torpille dans une gaine de gazeuse, qui est simplement de la vapeur d'eau, quoi. Et la torpille MHD, là carrément, il y a un propulseur à poudre, parce que il n'y a plus que les Français pour utiliser l'hélice, quoi. Je veux dire que même les Iraniens ont des torpilles propulseurs à poudre, vous savez. Ah oui, oui, absolument. Les torpilles à hélice, c'est extraordinaire, quoi. Je me rappelle d'ailleurs, il y avait un type qui était allé à la manifestation Euronaval où les Français présentent leur matériel de pointe et il avait asticoté un amiral à propos de cette histoire de torpille MHD dont j'avais parlé dans un livre et le type lui dit « Vous savez, pour les torpilles, la vitesse, ce n'est pas tout. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça donne une torpille qui va à 100 km/h. Vous voulez torpiller un bateau qui se trouve à 4 km, mais regardez le temps que ça met, quoi. Pendant la guerre, quand on lançait une torpille, le type prenait sa montre, il attendait 1 minute et demie, quoi. Alors que là, ça va beaucoup plus vite. Alors moi, je demande à cet Américain, mais je me suis toujours demandé quelle vitesse on pouvait atteindre à l'extérieur. Parce que là, vous supprimez le frottement. Au lieu de subir le frottement de l'eau, vous appuyez sur la flotte, ça va très vite. Alors je disais 500 km/h. Et là, cette voix, elle me dit « Oh, much more ». Avec cet air, dit mon pauvre vieux, si vous saviez. Je dis « Bon, alors combien ?» Il dit bah, « Dans les années 80, on faisait 2000 km/h. Sous l'eau. » Voilà. Bon, allez parler de ça aux Français. De toute façon, je m'en fous, j'ai pas envie de faire de torpille hyper veloce, ça m'est complètement égal. Puis après, il y en avait un autre. Lui, ça c'est quand même comique, je vais sûr. Il nous présentait un travail soi-disant des propulsions interstellaires. Alors dans cette propulsion interstellaire, l'idée c'était imaginer une sorte de profil d'aile comme ça, lenticulaire, pointu à l'avant, pointu à l'arrière. Puis là, vous injectez des micro-ondes avec lesquels vous chauffez l'air. Alors c'est vrai que si vous faites de l'aérodynamique supersonique, et si vous chauffez l'air en amont sur votre bord d'attaque, vous allez augmenter la vitesse du son. Et à ce moment-là, si vous êtes à Mach 1,5 et si vous augmentez la vitesse du son une fois et demie, à ce moment-là, vous êtes subsonique. C'est-à-dire que comment faire pour se déplacer de manière supersonique dans un gaz? Réponse, élevons la vitesse du son, comme ça on sera subsonique, on sera tranquille, quoi. Donc, il avait visiblement fait des travaux comme ça dans l'hypersonique, et il avait tout un passé de mec qui avait travaillé pour Lockheed et tout ça dans l'hypersonique. Simplement, il avait transformé un petit peu ça en nous parlant de véhicules interstellaires, et à ce moment-là, en mettant des micro-ondes avec des niveaux de puissance inimaginables, on arrivait à distordre l'espace-temps, et là, on commençait à rentrer un peu dans du n'importe quoi, quoi. Mais en écoutant son discours et en regardant un petit peu ce qu'il foutait, et surtout en regardant sa carte de visite où c'était carrément écrit noir sur blanc, j'ai réalisé qu'il avait travaillé sur Aurora. Aurora, le mythique Aurora, l'engin hypersonique américain, que les Américains s'ingénient à faire présenter comme un projet, alors que ça vole depuis 89, quoi. Et c'est quoi? Vous pouvez en dire deux mots? Disons que j'avais un vieux copain, Guérin, là, qui est mort, astronome. Lui, il s'intéressait beaucoup au sujet. Il avait des contacts partout, quoi. Et dans ces années 89-90, il était très vite au courant. Il m'a dit, il y a des gens qui ont fait des observations très bizarres dans le Nevada, justement, près de l'Air 51 et tout ça, avec des trucs qui vont très vite. Vous voyez, par exemple, quand vous voyez un avion de ligne qui traverse le ciel, c'est d'un horizon à l'autre, quoi. Bon, ça prend 5-10 minutes quand même, hein. C'est pas rapide. Bon, si vous avez un truc qui traverse le ciel en 30 secondes, c'est que ça va vraiment très vite, hein. C'est carrément du Mach 10, un truc comme ça. Donc, dans ces coins-là, les gens avaient vu des trucs passer avec une vitesse pas possible. Il y a même une photo qui était prise par un gars,
où lui, il avait vu une traînée pointillée comme ça derrière. Il a pris une photo. Bon. Et à ce moment-là, Guérin m'avait dit, on parle de MHD. Et moi, j'avais été sceptique en me disant, bon, j'avais toujours pensé qu'on pouvait agir sur les gaz avec la MHD, mais pour ça, il faudrait un générateur extrêmement puissant, quoi. Et en fait, j'avais complètement perdu de vue que dans ce système MHD, il faut accélérer le gaz à un certain endroit, le ralentir à d'autres, et quand on ralentit le gaz, c'est un générateur. Donc, j'ai vu aussi apparaître un papier dans Air et Cosmos, d'un certain Zames, sur l'engin Ajax russe. Et là, il y avait beaucoup d'informations sur ce truc-là. Cet engin était curieux parce qu'il était plat sur le dessus, et puis en dessous, il y a les moteurs. On retrouve un peu le schéma de cette espèce d'engin Aurora. Et en fait, ce système-là fonctionne avec un générateur électrique pariétal, et on ralentit le gaz continuellement avant de le faire entrer dans une entrée d'air. Et ce que disait l'article sur le russe, c'est qu'ils arrivaient à voler en hypersonique avec des turboréacteurs. Alors ça, c'est incompréhensible, parce que déjà, quand on voit les projets soi-disant actuels, on imagine qu'on utilise des comment ça s'appelle, des scramjets, c'est les statoréacteurs supersoniques, quoi. Il n'est pas question de mettre des aubes face à de l'air qui déboulerait à une telle température. Or là, ce que a l'air de dire ces Russes, Freistadt, c'est qu'on pouvait ralentir le gaz sans l'échauffer. Et l'MHD permet ça. Alors, ralentir le gaz sans l'échauffer, ça veut dire quoi? Le gaz déboule avec l'énergie indumine du MV2. Donc si vous le ralentissez, vous dites cette énergie, elle s'en va quelque part. Mais oui, elle fait de l'électricité et on l'envoie à l'arrière. C'est le système de MHD bypass. On prélève l'énergie du gaz devant et on la refout derrière pour l'accélérer. Et si vous réfléchissez, ce système bypass, ça veut dire passer muscade, quoi. Je prends de l'énergie ici et je la remets de là. Vous la trouvez dans un turboréacteur. Dans un turboréacteur, vous avez un axe, et solidaire de cet axe, vous avez un compresseur et vous avez une turbine derrière. Bon, qu'est-ce qui se passe? La turbine, elle capte l'énergie thermique donnée par la combustion des gaz. Donc, cette éjection des gaz fait tourner la turbine. Et cette énergie est retransmise mécaniquement au compresseur. Donc, on a un mechanical bypass. C'est-à-dire qu'on on transmet l'énergie de l'arrière vers l'avant, pour comprimer. Pourquoi on comprime l'air? Parce qu'à haute altitude, l'air est trop dense et trop raréfié pour que ça brûle bien. S'il n'y avait pas de compresseur, vous enlevez le compresseur, vous envoyez cette air raréfié dans les chambres de combustion, vous mettez du kérosène, ça ne marcherait pas, ça brûlerait les petits oiseaux derrière. Donc pour que la vitesse de combustion soit suffisamment forte, il faut comprimer. Donc il faut un compresseur, et ce compresseur, il faut lui fournir de l'énergie, et cette énergie, elle vient de la turbine arrière, donc il y a un mechanical bypass. Donc là, c'était ce concept de transfert d'énergie par la MHD qui était intéressant. Bon, je ne suis pas sûr que le lecteur comprenne bien, les gens qui voient ces vidéos comprennent très bien de quoi ils retournent, mais enfin, c'est de comprendre qu'il y avait une astuce comme ça qui était assez brillante. Et j'ai compris que ce type avait trempé là-dedans jusqu'aux cheveux. Et je l'ai raconté dans un bouquin, et c'est vrai que c'est assez rigolo. Donc j'ai fait un bouquin, une bande dessinée qui s'appelle Le mur du silence, et il avait été à un moment traduit en anglais et édité aux États-Unis. Donc j'avais quelques exemplaires, il m'en reste peut-être 2 ou 3, enfin c'est vraiment une pièce de collection. Et à Brighton, j'avais cet exemplaire avec moi, et j'en faisais des photocopies, donc les anglo-saxons étaient ravis d'avoir ce truc-là, parce qu'elle est très marrante cette bande dessinée, très marrante. Et l'Américain me dit, j'ai vu votre BD, c'est formidable. Et nom de Dieu, à un moment, je crois que j'avais la photocopie, et je l'ouvre page 36. Et si vous regardez cette BD page 36, il y a une espèce de schéma magnétique, complètement abscon, quoi. Et il voit ce schéma-là, il dit « Oh, this is Ajax !» C'est Ajax. Pour arriver à citer l'hypersonique russe en voyant ce dessin, il fallait vraiment être dedans. Hein. Parce que vous aviez présenté quoi à ce colloque?
Oh, moi, j'ai pas présenté. D'abord, j'ai compris ça au colloque, hein, je ne pouvais pas le présenter. J'ai parlé de travaux que j'avais faits, surtout parlé de cosmologie. Alors, les gens étaient. C'était assez marrant. Mais le type reconnaît Ajax avec ce dessin, et moi, je lui dis oui, c'est aussi Aurora sur lequel vous avez travaillé. Là, il se prend vraiment un crochet à l'estomac. Alors, je le termine en disant écoutez, j'ai un truc à vous proposer. Vous voyez, cette BD, j'ai un original qui est là, et je vous en fais cadeau si vous acceptez d'avoir un dîner en tête-à-tête avec moi quelque part dans un endroit discret. Il me dit ok. Ça la BD l'intéressait. Alors effectivement, on se retrouve au resto, on va près du port, je sais pas, sur la plage. Et là, je lui dis on va parler d'Ajax et d'Aurora. Je prends un papier et un crayon, je dis écoutez, je vais dire des trucs et on va jouer à un jeu. On va se prendre une pinte de bière anglaise, je vais vous dire quelque chose, si c'est vrai, vous buvez, sinon c'est moi. Exactement, vous voyez, le pied tendre qui joue au poker avec les cow-boys, quoi. Hein. Et le gars me répond ok, cow-boy. Et on commence, il en a bu 7. À la fin, il était rond comme une queue de pelle. Il m'avait tout craché. Il s'est mis debout, il m'a dit et en plus, on peut le satelliser avec des fusées auxiliaires. Il est parti. Bon, voilà. Et après, on a eu un autre dîner avec tous les Américains réunis, il est 3 ou 4, je ne me rappelle plus, 3. Et lui, il dit on dîne avec petit, mais on ne boit pas. Il est beaucoup trop dangereux. Il y a eu ces trucs. Il dit petit, c'est l'espion le moins cher du monde. On n'a même pas besoin de lui payer le voyage. Il arrive à voir les choses au travers des murs à grande distance. Et ce qu'il ne voit pas, il y a ces cornes extraterrestres qui lui expliquent avec des cartes postales. Ah ouais, non, mais c'est... Il y a jamais eu de compte rendu de ce colloque-là, nulle part? Non. J'ai écrit un bouquin où j'ai raconté des trucs comme ça. Je ne sais même pas si j'ai tout raconté. Ça, mais là où je me rappelle cette phrase qu'il a eue, il a dit vous savez, le monde, c'est comme Macy's. Macy's, c'est le grand magasin New York, là, de n'importe quoi, avec, je sais pas, 12 étages. Et il dit, les gens, ils ont accès au basement, enfin, au premier étage. Nous qui sommes plus introduits, nous avons les credentials, on a l'accréditation pour aller aux étages supérieurs. Et il dit, la grande question qui reste ouverte, c'est qu'est-ce qu'a loué le dernier étage avec terrasse? C'est pas mal, hein? Ah oui, qu'est-ce qui a le pouvoir, quoi? Justement, le fait que vous ayez refusé de collaborer avec l'armée fait que d'autres gens dans d'autres pays, eux, ont collaboré avec l'armée et donc ont pu avancer quand même. Donc, ça vous évoque quoi? Mais je veux dire que, vous voyez, ce qui me paraîtrait le plus important actuellement, c'est d'arriver à faire que les gens lèvent la tête et regardent au ciel, non pas pour attendre les anges et Dieu, mais on commence maintenant seulement à se dire qu'il y a des exoplanètes. Et puis il y a des gens qui réfléchissent en disant, oui, la NASA déjà a fait une statistique en disant, il y a 1 million de planètes habitées dans notre galaxie, quoi. Et puis bon, à 15 années-lumière, 20, 30, 50, il y a des types. Il reste le dernier problème, est-ce qu'on peut aller chez eux ou est-ce qu'ils peuvent venir chez nous? Et là, il y a une espèce de réponse debout sur les freins, non, ça n'est pas possible. Parce que si c'est possible, mon Dieu, quelle horreur, c'est tout. Et ça, le jour où les terriens accepteront d'envisager ça, notre monde va vaciller, c'est tout. Enfin, il va vaciller. Je veux dire que c'est vrai que Sauval a écrit des bouquins sur contact et impact, hein, avec la notion d'ethnocide. Ethnocide, c'est-à-dire que c'est vrai que tout à l'heure on parlait des Papous, des Kenyans, etc. Bon, moi je suis arrivé chez ces gens assez gentiment, quoi. Il y a surtout un contact amical, quoi. Mais
Et il est facile de détruire une civilisation comme celle-là, c'est tout. Je suis retourné d'ailleurs là-bas des années plus tard, ces gens, vous les reconnaissez plus. Par exemple, moi je me rappelle d'un ami qui avait fait des explorations en Amazonie, il est allé dans des tribus très reculées. Bon, ben, après il est retourné 10 ans plus tard, il y avait, comment dire, un magnétoscope et un écran, et tout ça marqué sur son capteur solaire, et les types regardaient des vidéos, quoi. C'est fini, quoi. Je veux dire, vous aplatissez à une conception du monde complète, et il reste des abrutis complets. Il reste des gens qui se saoulent la gueule, quoi, qui sont complètement nazes, comme étaient les Indiens après la conquête de l'Ouest, quoi, où il n'y avait plus qu'à se saouler. Alors, je veux dire que ça, c'est un petit peu ce qu'évoque Seval en disant il y a une crainte que ce soit comme ça. Mais regardez ce qu'on vit actuellement. Regardez le danger dans lequel nous sommes avec le nucléaire. Est-ce que c'est pas pire? On n'a rien à perdre, franchement. Hein. Regardez ce qu'on s'apprête à faire. Les gens s'apprêtent à se taper sur la gueule gaiement. Ces bombes à fusion pure, elles ont une chose. Moi, j'ai appris ça de ce mot-là de Christian Nazel, le type qui s'était occupé de l'instrumentation à Mururoa. Cette technologie est proliférante. Proliférante, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'uranium 235 pour faire des bombes. On peut le faire comme ça, avec l'électricité, avec des explosifs, avec du savoir-faire, avec du métal. Il n'y a pas besoin de trucs sophistiqués, pas besoin de matériaux rares. Alors, vous voyez, si un truc comme ça se fait et que ça existe, si tout le monde se met à avoir ça, alors on fait quoi? Hein, actuellement, regardez par exemple la situation Israël, l'Iran. On a l'impression, moi j'avais dessiné un jour dans mon site, je ne sais pas si le dessin existe encore, c'est comme un saloon où il y a 50 cow-boys qui sont au coude à coude, armés jusqu'aux dents. Et puis le premier qui tire, tout le monde se met à tirer en même temps, c'est tout. Donc là c'est ça, quoi. Alors je pense que effectivement, si tout d'un coup s'imposait l'idée qu'on puisse être visité par des gens venus d'ailleurs, il y a peut-être le Vatican prendrait un coup, quoi qu'ils aient déjà commencé un peu à envisager un virage, quoi. Mais pourquoi cette idée suscite plus de peur que de curiosité? La peur est beaucoup plus grosse que la curiosité, c'est tout. Hein. Mais pourquoi? Ben, je crois qu'on en avait déjà parlé, j'avais déjà cité des anecdotes là-dessus. Ben oui, l'histoire de Boulanger, par exemple, avec son jeu d'échecs. Je n'ai pas parlé de ça, non? Non. Oh là là, alors ça c'est fou, quoi. Boulanger était rédacteur en chef de Pour la Science, la revue Pour la Science. Donc à ce moment-là, ça voulait dire que les chercheurs étaient prêts à lui lécher les semelles de chaussures pour qu'on parle d'eux dans sa prestigieuse revue, quoi. Et un jour, il m'a dit, je vais te dire pourquoi le sujet OVNI ne m'intéresse pas. Ah, si. On en a parlé. Oui, on en a parlé. Donc, vous avez l'exemple de Boulanger dedans, et on retrouve ce thème. Les gens s'accrochent à leur savoir parce qu'ils s'identifient à leur savoir. Je ne sais pas, mais être un véritable scientifique, c'est être capable de rencontrer un type qui dise « Ah, c'est vous, Jean-Pierre Petit, vos théories à la con, il y a beaucoup mieux, vous vous trompez complètement. C'est formidable. Je vois un papier, un crayon, je redeviens élève. Quoi. J'adore apprendre. Quoi. » Alors que vous avez des gens qui sont là accrochés à leur truc, c'est effrayant. Quoi. Mais ils le font jusqu'à ce qu'ils meurent. Regardez Courtès, il n'est pas mort, mais il a la Légion d'honneur avec Palme, l'Académie des sciences. L'Académie des sciences, c'est... On sent quand même que sur ce sujet-là, il y a un tabou particulier. Ah oui, ah oui. Pourquoi? Un tabou assorti d'une punition. Ouais. Moi, j'ai été puni, complètement. Compliqué. Hein. Mais pourquoi? Parce qu'on est déstabilisant. On est déstabilisant. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Je crois que moi, avec les idées scientifiques que j'avais, j'étais porteur de cette réalité des ovnis. Alors, revenons au CNES justement, lorsqu'il y a eu toute cette histoire-là, la question, moi je vivais ça sur le mode de la curiosité. Je trouvais que c'est formidable, quoi. Comme sujet de recherche, c'est complètement fou comme truc. J'ai vécu d'ailleurs avec ça des histoires rocambolesques. Ma vie, c'est du Spielberg. Comme je disais, c'est un tiers Spielberg, un tiers Marx Brothers, c'est un tiers Einstein. C'est à peu près ça, le mélange. Bon. Mais au CNES, je suis tombé sur des gens médiocres, moyens. Esther était un petit politicien ambitieux, c'est tout. Alors, moi, j'ai essayé de monter un programme de recherche là-bas.
Alors, comme il est incapable de faire quoi que ce soit en physique, j'ai dit, bon, bah, je vais lui trouver un mécanicien des fluides. Alors, j'avais connu un étudiant qui avait fait une thèse à Marseille, qui s'appelait Bernard Zapoli. Il est toujours en poste au CNES, d'ailleurs. Hein. Et Bernard Zapoli s'emmerdait dans un labo de laser, où il se faisait cornaquer par un type qui avait fait Centrale, qui était son patron. Bon, il avait l'air tout triste d'être traité comme un subalterne et tout ça. Alors, moi, j'ai dit à Esther, engagez Zapoli. Ah, putain, ils ont engagé un type, un ingénieur, un chercheur, qui a un bon salaire, donc Zapoli s'est retrouvé là-bas. Et puis ensuite, bah, il y avait tout un programme de recherche, donc j'avais fait ce document, je vous ai parlé, on l'a retrouvé récemment, document qu'un ingénieur militaire, Gildas Rouvildois, a vu en main, et il était rentré chez Carpentier, qui était directeur de la recherche militaire, de la DRET, en disant maintenant que nous avons les idées de petit, pourquoi nous embarrasser de lui? C'est formidable, ça commence bien, vous voyez, c'était bien parti. Bon. Ensuite, Esther, Zapoli rejoint Esther. Et alors, ce que j'avais pas prévu, moi, c'est que Zapoli était aussi d'une ambition stupide, grotesque. Et ça a été carrément le deal, Zapoli disant, Esther disant à Zapoli, avec ce document-là, est-ce que tu te sens d'exploiter les idées de petit? L'autre a répondu oui. Donc, ils sont partis sur cette idée-là que, encore une fois, c'est toujours l'histoire d'Arpo qui tient sa maison. Voilà, deux crétins qui se disent on va exploiter ces idées. Alors, je commence à avoir des coups de téléphone assez fréquents avec Zapoli, qui me parlent de ceci, qui me parlent de cela, etc., etc. Et puis, je dis écoute Bernard, vous êtes en train de monter un contrat au CNES à Toulouse. Est-ce que le plus simple ne serait pas que je vienne à Toulouse et qu'on fasse ça ensemble? Non, parce que l'armée ne veut pas que je sois dedans. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Je dis, mais si je suis pas dedans, vous allez vous casser la gueule. Oh, c'est toi qui dis ça. Mais écoute, en plus, il t'a embauché au CNES, t'es pas obligé de leur servir la soupe. C'est quand même assez incorrect, quoi, de servir de courroie de transmission pour piller un bonhomme. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, tu traînes un peu les pieds, t'es pas obligé de courir coup au corps. Ah, il me dit, oui, mais tu sais, l'occasion est trop belle. Avec Esther, on est allé à Moscou la semaine dernière, on a un budget, on se balade. Enfin, ils ont la vie de château, quoi, c'est extraordinaire. Bah, je dis, bon, bah, moi, je peux pas collaborer comme ça, débrouillez-vous. Alors, j'ai plus de nouvelles. Et j'en ai eu, 1 ou 2 ans après, par un militaire qui s'appelait Bondard, Henri Bondard, qui était un garçon, à l'époque, qui était assez brillant, qui a une trajectoire très curieuse. Il a commencé par être pilote de chasse. Et alors, il avait fait Salon de Provence. Et son père était un prof de physique, prof de mécanique plutôt. Et Bondard, quand il avait 13-14 ans, il avait fait un kart à changement de vitesse, par exemple. C'était un manuel, pas possible. En plus, bon théoricien. Et quand il s'est trouvé avec son Mirage 3, là, à ce moment-là, ce qui l'intéressait, c'était pas le pilotage, c'était le Mirage. Donc, il passait son temps dans le hangar à le démonter avec les techniciens. Et puis, à un moment, il me raconte ça. Il me dit, je suis allé voir le colonel et je dis, voilà, j'ai regardé le Mirage 3 et voilà la liste de quelques améliorations qu'on pourrait faire. Le type le regarde en disant, vous voulez pas trop chaud de permission? Vander me dit, c'est curieux, ils n'ont pas du tout fait attention à ce que je disais. Alors, ensuite, bon, bah, il s'est pris de passion pour la physique des plasmas. Et en plus, il a eu aussi tout d'un coup, il y a des gens qui rentrent dans une espèce de carrière militaire, ils n'ont plus envie, quoi, c'est tout. Hein. Alors c'est vrai que quand il s'agit d'être militaire, c'est juste pour parader le 14 juillet ou faire des loopings, ça va, mais si c'est pour aller faire se trouver la peau en Afghanistan, c'est pas très marrant. Là, il n'y a même pas d'Afghanistan, c'est simplement, tout d'un coup, il s'est aperçu que un Mirage 3, ça avait des canons, et qu'on pouvait tirer sur des gens, que c'était gouré, quoi. Alors il est allé carrément, en toute simplicité, dire à l'état-major, écoutez, je me suis trompé de vocation, je serais mieux ailleurs, quoi. Bon, alors... Vous l'avez pas récupéré? Ben non, mais il savait pas quoi. Il était militaire, il savait pas quoi faire de lui. Sachant qu'il était bon en physique et plasma, ils l'ont envoyé au secours des Toulousains, là, de Zapoli et d'Esterne. Alors, quand il est arrivé, Zapoli lui a passé le rapport qu'ils avaient fait sur leurs études, qui montrait un peu le niveau de connerie. Alors ça, il faut quand même le dire, parce que
Ce couillon de Zapolyi, j'aime bien qu'il est encore au CNES. Alors, si vous êtes en poste au CNES Toulouse, notez bien Bernard Zapolyi, je vais parler de lui, ça vaut le coup. Non, ça montre une chose, c'est que 30 ans plus tard, il n'y a pas de prescription pour les crimes scientifiques. Alors, ils ont pris dans mon dossier une manip que j'avais suggérée, c'est de prendre un cylindre derrière lequel il y a un sillage turbulent. Puis comme avec Maurice, on avait réussi à supprimer le sillage avec les forces de la place, l'idée c'est de faire la même chose dans un gaz, dans de l'air. Et à ce moment-là, pour voir si le sillage disparaissait, on aurait mis un micro, parce que le sillage avait du bruit. Donc à ce moment-là, on aurait vu un signal sonore, et si, en mettant du jus, ça se réduit, à ce moment-là, on aurait fait des études supplémentaires, etc. Donc il fallait une tuyère subsonique, il fallait un électroaimant, il fallait des micro-ondes. J'avais recommandé des micro-ondes en 3 GHz, ça ionise bien l'air. Et voilà mon Zapolyi qui va chez un type qui s'appelait Tourelle, qui était directeur du DERMO, qui était le département d'études et de recherche sur les micro-ondes. Et il lui dit, est-ce que les micro-ondes à 3 GHz, ça ionise? Oh, je comprends, dit Tourelle. Les micro-ondes, c'est le radar, quoi. On avait fait des essais en altitude avec du 3 GHz et on avait une boule de plasma comme ça. Alors, Zapolyi dit, la boule de plasma est comme ça, ma tuyère est comme ça marche. Donc, il lance la construction d'un générateur de micro-ondes qui faisait 2 MW en crête, avec un guide d'onde de cette taille-là. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un bel outil, quoi. Et puis en avant, ils construisent des bobinages comme ça pour faire un champ magnétique de 3 ou 4 000 Gauss. Ils trouvent une soufflerie subsonique. Ça représente quand même, je sais pas, un bon paquet de fric, quoi. Le prix d'une maison de campagne, un truc comme ça, une recherche de genre. Et puis, dans cette histoire-là, vous aviez la tuyère, le cylindre qui était dedans, et Zapolyi se dit, bon, on va faire arriver les micro-ondes par à côté, et les micro-ondes, ça passe très bien à travers une fenêtre de téflon. Téflon est transparent pour les micro-ondes. Et à ce moment-là, ils font l'expérience, et là, ils ont une sale surprise, c'est que ces micro-ondes ionisent l'air, mais l'air ionisé est une barrière pour les micro-ondes. Vous savez que quand un astronaute fait une rentrée atmosphérique, pendant sa rentrée, d'ailleurs, on trouve cette séquence dans l'étoffe des héros, hein, quand il y a Glenn qui fait sa rentrée et qu'on ne sait pas si son bouclier thermique va tenir, et pendant 1, 2, 3, 4 minutes, il y a un silence, on ne peut pas communiquer. Parce que la capsule est entourée de plasma, et ce gaz ionisé est une barrière complète pour les... Et c'est marrant parce que j'ai discuté avec Nick Collier, qui est astronaute suisse, qui a fait plusieurs missions pour la navette. Il m'a dit que maintenant, quand les gens sont en phase de rentrée, ils peuvent communiquer parce que latéralement ça passe pas, mais s'ils envoient des messages radio vers l'arrière, donc à ce moment-là, ils communiquent avec la Terre par réflexion vis-à-vis avec un satellite. S'ils ont un satellite au cul qui peut capter leurs signaux, alors ils peuvent continuer. Voilà. Bon, ça c'est pour donner une petite histoire. Mais alors voilà pourquoi l'air ionisé était complètement étanche et empêchait les micro-ondes de passer. Et ils sont tombés face à ce problème. Ils n'ont rien su foutre. Que dalle. C'est resté comme ça. Donc cette machine a été construite et puis après la recherche a foiré. Alors, vous voyez, quand vous dites, par exemple, vous avez quand même une vie intéressante, etc., mais c'est à hurler de rage, un truc pareil. Je vous assure, à se rouler par terre en bavant, quoi. C'est pas possible. Parce que j'aurais été là, en 2 jours, j'en remettais en état. Comment? Bah, c'est simple. Le cylindre, j'aurais pris un tube de PVC, mettons, de 3 cm de diamètre, quoi. OK? PVC. Et puis, à l'intérieur, j'aurais mis 2 pailles de fer, mais des vraies pailles de fer en métal. Puis j'aurais envoyé les micro-ondes dans les pailles de fer, et ça se serait... ou plutôt, j'aurais pris un cylindre téflon, ça aurait été encore plus transparent. Et en se réfléchissant sur les pailles de fer, l'ionisation se serait mise autour de la maquette, exactement là où il fallait qu'elle soit. Autrement dit, cette espèce de barrière aurait permis de localiser l'ionisation exactement au bon endroit. Et ça, il y en avait pour 1 semaine. Et pour 3 francs 6 sous. J'aurais dit à un des présents, tiens, voilà, 10 € va m'acheter 2 pailles de fer. C'est tout. Pourquoi? Ben voilà, je vais les mettre dans le tuyau et ça va marcher. Donc, là, il y a vraiment une connerie colossale, quoi. C'est pas possible. Alors, quand j'ai su ça, je l'ai publié dans une revue qui s'appelait Omniprésence. Et il y avait un type qui s'appelait Péri Petrakis, d'origine grecque, qui a publié ça. C'est une pièce de collection. Ça s'appelle Gépan, une manip de trop.
Et là, j'ai mangé le morceau, j'ai publié des extraits du rapport. Alors, Esther, les Apolli ont été mutés immédiatement. Alors, Esther a été muté vers le haut, les Apolli vers le bas, quoi. Disons qu'il est parti dans un placard, quoi. Alors, c'est extraordinaire parce que Poher est parti dans un placard, Esther dans un placard. J'ai envoyé tout le monde dans des placards, quoi. Et maintenant, mon Zapolli, je l'ai vu dans une vidéo, et il essaye de trouver des applications de l'ISS, de la Station Spatiale Internationale, pour mettre des manips dedans. D'ailleurs là, c'est assez marrant parce que j'ai vu une émission récente sur le spatial, justement. Le spatial, quel avenir pour le spatial? Alors, va-t-on envoyer des gens dans la Lune? Non, c'est vrai qu'il y a une grosse régression maintenant. Ah, vous savez aussi une chose, écoutez ça, c'est que dans peu de temps, la navette américaine va faire son dernier vol. Ce qui fait que, quand elle aura fait son dernier vol, les Américains n'auront plus de véhicules pour aller dans la station spatiale. Ils vont être obligés d'utiliser les Soyouz russes. C'est quand même génial. Fou. Ariane... Mais Ariane est incapable de mettre un bonhomme en orbite. C'est pas fait pour. C'est des satellites, mais elle n'est pas construite pour. Il n'y a pas ce qu'il faut. Même si on voulait faire ça, il y en aurait pour 5 ans, quoi. Des années. Et du fric. Donc, autrement dit, l'autobus actuel, c'est les fusées russes. C'est fabuleux, un truc pareil. Et c'est les mêmes fusées. Regardez le Soyouz, le Salyut. C'est des trucs qui... Ils n'avaient pas prévu ça, les Américains? Non, franchement, ils ne l'avaient pas prévu. C'est-à-dire que si, en faisant les navettes, on leur avait dit que ça s'est avéré comme ça, ils l'auraient mal pris. Et c'est vrai que les navettes, il y a un type, un Français, c'est dans l'émission C'est dans l'air, qui dit, finalement, c'est la navette spatiale qui a mis Ariane sur orbite. C'est-à-dire qu'Ariane a eu un certain succès commercial en tant que lanceur, c'était beaucoup moins cher que la navette. La navette, c'était ruineux. Je veux dire que vous imaginez ce que c'est que la navette spatiale quand ça part avec des bonshommes à bord pour mettre des satellites. C'est beaucoup moins cher d'utiliser une fusée où il n'y a personne. C'est moins compliqué. C'est très compliqué de faire bouffer des types, de les faire dormir, etc. Donc la navette, c'était affreusement cher, quoi. Alors est-ce que la France a un rôle à jouer au niveau spatial à l'avenir ou c'est foutu? Elle n'a jamais eu d'envie de jouer. Je veux dire qu'à un moment, on a eu un projet de navette Hermès, comme vous le savez. Et ce projet de navette Hermès, vous le retrouvez entièrement décrit dans ma bande dessinée, Le Tour du Monde en 80 minutes. Et comment il s'appelait le type? C'est pas Jean-Loup Chrétien, c'était l'autre, là. Astronaute. Il y a eu deux astronautes français. Hein. Jean-Loup Chrétien et je ne me rappelle plus du nom de l'autre. Oui, ce qui est rigolo, j'ai été candidat astronaute. Je suis monté assez haut d'ailleurs, parce que j'avais quand même fait pas mal de trucs. Enfin, on va pas rentrer dans ce détail, c'est encore une histoire de fou, quoi. Mais, donc... il y a Claudie Aignoret aussi. Quoi? Il y a Claudie Aignoret, qui est devenue ministre après. Ouais. C'était pas une réussite comme ministre, elle était meilleure comme astronaute. Oh mon Dieu, quel bourrique, c'est pas possible. Voilà. Belle fille, mais alors... ouais. Alors, on a eu ce projet de navette Hermès, et c'est Patrick Baudry. Patrick Baudry qui était l'homme de la navette Hermès, du projet Hermès. Et puis, ma foi, il a ramé là-dessus pendant un bon bout de temps. Et chez ces deux astronautes, Chrétien et Baudry, rappelez-vous une chose, Baudry a fait une chose qui n'est pas du tout plu aux affaires étrangères. C'est que quand il est monté dans la navette américaine, vous vous rappelez pas cette scène, il avait un béret et une baguette. C'est le Français avec le béret et la baguette. C'était un gag marrant, mais les Français ont pris ça très mal. Hein. Donc, un Français n'a pas fait une connerie grave. Et donc, il n'était pas suffisamment docile, quoi. On a préféré Jean-Loup Chrétien, qui était un colonel. Lui, il a une carrière très bien, etc. Tandis que Baudry, à un moment, il a essayé de faire un peu cavalier seul. Il a essayé de monter un Space Camp à Nice, ou à Cannes, je ne me rappelle plus, dans un coin comme ça. Le Space Camp, c'était un peu sur le modèle américain. C'était assez marrant, d'ailleurs. Il y avait une espèce de d'habitacle de navette. On prenait des stagiaires comme ça. Il y avait, je crois, plusieurs équipes de 7, hein, parce qu'il y a 7 personnes dans la navette spatiale. Donc c'était un programme de navette, et puis on leur simulait le décollage. Puis il y avait toutes les histoires, par exemple les travaux en piscine, vous voyez, avec un costume comme ça pour changer des pièces, toute espèce d'entraînement des astronautes. Les gosses s'amusaient énormément. Donc il a fait ça, et ma foi, il n'y avait aucun support du CNES.
Donc, il a eu les banques derrière pendant un certain temps, puis son truc a fini par se casser la gueule. Et maintenant, c'est fini, ça a été récupéré, c'est le Space Camp de Toulouse, mais sans Baudry. Et si vous cherchez Baudry, la dernière fois que je le voyais, il faisait de la retape pour vendre des jets privés à des milliardaires à Port d'Assaut, quoi. C'est devenu le concierge de la maison, quoi. Parce qu'il n'a pas suivi les... Donc, vous voyez, le spatial français, il n'y a rien, quoi. Et c'est quand même... vous avez un spatial chinois qui est remarquable. Hein, que là, ils ont vraiment mis le paquet. Il y a un truc aussi qui est très important. Pourquoi est-ce que les Russes ont eu tout de suite des fusées très puissantes? Vous vous rappelez que quand il y a eu les exploits russes, non seulement Spoutnik, mais après la Chienne, Laïka et puis Gagarine, très vite, ça a été très rapide. Moi, je me rappelle de l'époque, les gens disaient, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un carburant spécial, ils ont ceci, ils ont cela. Non, ils ont des fusées énormes. Hein, quand vous prenez la fusée de Korolev, la base, c'est grand comme le salon, quoi. Hein. Et les Américains, eux, ils avaient des pétards. Ils avaient des fusées qui faisaient 40 cm, quoi. Ils n'étaient pas tous dans le coup. Alors, rappelez-vous aussi, puisqu'on le voit dans l'étoffe des héros, c'est Shepard qui était le premier Américain à aller non pas dans l'espace, il a fait un bond hors de l'atmosphère, quoi, c'est tout. Pas question de satelliser. Et ils ont fait ça avec une fusée Redstone, une fusée à poudre. Et franchement, je sais pas combien il a pris de G, il a dû démarrer à 7G, le gars. Hein. Vraiment, ils ont collé Gapché le Mercury sur une Redstone à poudre, et poum! Ah, vous avez fusée à poudre, ça plaisante pas. Donc là, il a ramassé tout ce qu'il pouvait. Et après, mais ça a duré, il a juste fait un petit saut, quoi. Alors, bonjour Jean-Pierre Petit. Ouais. On vous a laissé la dernière fois, vous étiez en train de nous expliquer le GEPAN, le CNES et tout ça, donc on va vous laisser repartir et puis on verra où est-ce que ça nous mène. Ce que je rappelais comme ça date quand même de 30 ans. On pourrait se dire, bon, c'est le passé, c'est quand même une catastrophe, quoi. Je veux dire, à cause de la stupidité ambitieuse de types qui sont restés à Exopolis. Mais je veux dire que cette espèce de bêtises cupides, j'en ai déjà parlé avant, c'était la même chose à une mécanique des fluides, c'est très courant. Et même, on aura l'occasion de retrouver ce genre de choses. Je dirais une chose, c'est que, comment dire, l'adjectif le plus négatif que je puisse avoir quand je parle de quelqu'un, c'est intempestif. Quand je dis que quelqu'un est intempestif, qu'est-ce que c'est qu'être intempestif? C'est se mettre au milieu de quelque chose de pas mal qui démarre, et à cause de sa connerie, on fait tout foirer. C'est tout. Hein. Ce type, on dit, c'est pas de sa faute, mais il se met au milieu et ça y est, la caravane va se casser la gueule, quoi. Et là, c'est pareil, c'est cette espèce d'ambition intempestive, de gens qui sont tout d'un coup confrontés à un projet formidable et qui vont le faire complètement foiré, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Je veux dire, au CNES, là, cette espèce de projet à 100 000 ou 200 000 euros qui s'est cassé la figure, on a dispersé les responsables. Ensuite, le GEPAN a disparu, c'est pour ça. Hein. Je veux dire, quand le GEPAN est disparu et est remplacé par le CEPRA, c'est pour éviter le scandale. Ça, c'était quelle année? Bon, je ne sais plus exactement. Le dossier que j'avais donné au CNES, c'était 80. Ça doit être... peut-être 83, ou quelque chose comme ça. Enfin, oui. Le rapport Cometa, c'était plus le GEPAN déjà. Non, bien après, puis ça n'a rien à voir avec le GEPAN. Rien à voir avec le GEPAN. Mais disons qu'à un moment, le GEPAN disparaît. Alors, dans le GEPAN avait un conseil scientifique de 7 membres. Et là-dedans, il y avait un type très bien qui s'appelait Perrin de Brichambault, qui est décédé. Et lui était honnête, était météorologue. Et moi, j'avais beaucoup sympathisé avec lui. Les autres étaient très douteux. C'était un peu n'importe quoi. Et lorsque le GEPAN a été dissous, Perrin de Brichambault a écrit force lettre au CNES en demandant une réunion de clôture. Il n'y a pas eu de réunion de clôture. Et on pourrait même dire que ce qu'on lui a signifié, c'est que, en fait, il n'y avait pas de raison de dissoudre le GEPAN parce qu'il n'avait jamais existé. C'est merveilleux, quoi. C'est l'espèce de raison d'État. Et à ce moment-là, tout ça sombre dans une déconfiture inimaginable. Ça me fait penser, est-ce qu'il y avait des liens entre ces organisations, CNES, GEPAN, etc., et les services et l'armée?
on découvre ça après coup, quoi. Et ça, je veux dire que ça va apparaître dans le coup suivant. C'est-à-dire que après avoir échoué avec le CNES, avec cet épisode catastrophique, j'ai essayé de redémarrer des recherches. Entre-temps, il y a eu mon accident de travail et tout ça, je n'étais pas très vaillant. Donc j'ai travaillé dans une cave de l'Observatoire de Marseille avec Biot. Et là, il s'est passé... Payan était un manipulateur. Il se prenait pour un Machiavel des sciences, quoi. Alors que c'était surtout un couillon. Et le résultat, c'est qu'à un moment, il y a un type qui me dit je suis passé à Paris, à la DRET, c'est-à-dire à la recherche militaire, et j'ai vu un colonel ou un général qui m'a dit il se passe des choses très importantes à Marseille, il y a des recherches de l'IMG qui se développent, et ils ont un projet de recherche très intéressant. Le gars qui s'occupe de ça, c'est Biot. Oh. Alors moi, à Marseille, je questionne Biot et je lui dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Eh bien, il est en train de monter un projet de recherche avec Payan derrière mon dos. Du coup, je le connaissais depuis 20 ans, quoi. Je dis, écoute, c'est pas possible. Oui, tu comprends, on ne veut pas t'avoir dans les jambes. Enfin, alors qu'expérimentalement, il a fait que des anaïs, quoi. Alors, je dis, écoute, Michel, il y a un certain nombre de solutions, ou tu laisses tomber, ou alors tu me mets dans ce coup, ou alors la troisième, la plus mauvaise, tu vas me forcer à aller à Paris et mettre les choses au point. Je te laisse 3 mois. 3 mois passent, il fait rien. Et à ce moment-là, je suis monté à Paris, j'ai rencontré le général en question, je me rappelle, c'était dans son bureau. Je lui dis, vous avez dans vos cartons un projet de recherche sur la MHD, ceci, cela, ça doit probablement être dans un de vos classeurs derrière vous, parce qu'il y avait plein de classeurs. Il me dit, oui, mais c'est secret défense. Alors, j'ai dit, oui, mais le problème, c'est que Biot, le gars qui vous a produit ça, il n'a rien compris, quoi. Donc ce truc-là va pas marcher. Alors si vous voulez perdre votre fric, vous y allez, parce que moi je suis pas derrière, voilà, c'est tout. Et bon, ça s'est fait porter au sens où l'armée a disparu, et Payan a redisparu dans les profondeurs, exactement comme un poisson, vous savez, qui affecte les autres trous. Je le vois très bien disparaissant comme ça dans l'ombre. Et on se retrouve à Marseille, et à ce moment-là, c'est un peu une situation de crise, parce que on travaille avec un type, une société qui est en train de vous doubler. C'est vrai que moi, l'impression que j'avais, c'était d'avoir un 11-43 à la main, en disant, écoute, pose immédiatement ce tir Warquesque, à cette distance, je ne peux pas te rater tes fesses, c'est pas possible, quoi. Non, l'autre insiste. Puis en Suisse, il dit à Georges Alain qu'il a l'intention de continuer. Et Georges Alain dit, écoutez, moi, je vous ai offert ce cadre pour ce contrat, ce sous-sol à l'Observatoire, mais c'est l'Observatoire de Marseille, Jean-Pierre Petit appartient à l'Observatoire, mais vous appartenez là. Donc, si ça s'arrête, je n'ai plus rien à faire ici, quoi, c'est tout. Donc, effectivement, on s'est séparés, il y avait un peu de matériel qui traînait. Moi, j'ai emmené ça péniblement dans une chambre de bonne d'Aix-en-Provence pour remonter à laboratoire. C'est vraiment consternant, quoi. Imagine cette saga, c'est minable, quoi, c'est tout. Pas d'autre mot. Et alors, là, il y a eu un coup, je trouve, fumant. C'est que, à la fois, Payan et Biot ont essayé de rejouer un coup dans un autre labo. Et là, on va réapparaître Cortés avec la voie d'astronomie spatiale. Et à ce moment-là, Payan n'avait aucun sens moral, mais rien. L'idée, c'était de redémarrer de la MHD dans ce laboratoire d'astronomie spatiale. Je dis quand même que c'est dégueulasse. Ce sont mes idées, ils vont encore commencer. Et là, j'ai tout foutu par terre avec un seul coup de téléphone. J'avais une copine qui était journaliste à l'agence France Presse, et elle a téléphoné à Cortés en lui disant c'est vrai que vous allez démarrer des recherches sur les ovnis dans votre labo. Ah, comment ça s'y fait pas? Il a dit que vous ne pouvez pas parler de rien. Donc, c'était la fin de cette histoire-là. Bon, après, j'ai commencé un petit peu ces recherches en chambre de bonne. Hein. J'ai fait des manips de suppression de la stabilité du Velikov dans cette chambre de bonne qui m'a amené en 83 à un colloque international. Enfin bon, c'est ça qu'on a un peu de mal à comprendre quand on ne connaît pas. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il y a besoin de si grands labos si on peut faire des choses dans des petites chambres de bonne? Le truc, c'est que
comment dire, la MHD, si on fait, la seule façon de faire ça pas cher, c'est de faire ça en basse densité. En basse densité, effectivement, on a un gaz basse pression, donc les champs magnétiques, on les fait avec des aimants permanents. C'est quand même moins cher que d'avoir des gros solénoïdes qu'elles passent des... Moi, quand j'étais à la mécanique des fluides, j'avais un champ de Tesla qui était fabriqué par un solénoïde dans lequel il passait 54 000 ampères. Hein, alors commuter 54 000 ampères, vous imaginez l'ignitron qui était nécessaire, la batterie de condensateur. C'est pas une recherche lourde, non, c'est normal, quoi. Ça, c'est une recherche de labo, quoi, semi-lourde. Alors, quand on n'a pas de moyens, ben, on se replie sur l'hydraulique. Alors là, c'est rien du tout, c'est de l'eau acidulée, et puis pareil. Et puis on se replie sur sur les gaz basse pression. Quelqu'un a besoin de générateurs qui sortent 10 milliampères, quoi, avec des tensions de quelques milliers de volts. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que même avec ces conditions expérimentales soft, on pourrait dire, bah, tout savoir-faire, toute la science subsiste. C'est-à-dire que c'est une sorte de simulation. On se retrouve avec une manipulation d'un phénomène qui s'appelle l'effet Hall, qui n'est pas très bien compris, enfin, c'est connu, mais c'est pas facile à manipuler, quoi. Et puis, quant à la stabilité d'utilisation, c'est quelque chose d'assez complexe. Et on a en ce moment même des manips en cours là-dessus, et ça va encore nous propulser dans des colloques internationaux. Dans votre garage, cette fois? Oui, toujours un garage. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quand vous travaillez... Vous voyez, quand on fait un petit peu une rétrospective de ça, le mot qui intervient, c'est gâchis, quoi. C'est un gâchis complet. Ma carrière scientifique, elle est colorée, il y a des tas de facettes. Bah, ce que j'ai mieux réussi, c'est que coûtait rien. C'est les enturlus, les bandes dessinées. J'ai écrit 30 livres, formidable. Puis là, au moment même où cette collection se cassait la figure, je lui ai redonné une renaissance complète en vendant des bouquins gratuits. Sinon, c'était ça. Mais pour revenir aux expérimentations, pourquoi est-ce que, si ça ne coûte rien et que c'est à peu près la même chose, pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Pourquoi tout le monde ne fait pas ça? C'est très amusant, c'est parce qu'ils n'ont pas le savoir. Et ce savoir-faire, cette science, c'est quelque chose qui s'est perdu. Et en France, suite au livre que j'avais publié en je ne sais plus quelle année, sur les armes secrètes américaines, on a créé en France un groupe plasma froid. Qu'est-ce que c'est un plasma froid? Pourquoi on dit plasma froid? C'est par différence avec le plasma chaud. Le plasma chaud, c'est les plasmas thermonucléaires. C'est des millions de degrés, 100 millions de degrés. Plasma froid, c'est le tubo-néon. C'est justement ces petites expériences avec des densités qui ne sont pas considérables, quoi. Là, on a fait un groupe plasma froid et là-dedans, il y a 40 personnes. Il y a plein de laboratoires du CNR, mais il n'y a pas ça d'idée, il n'y a pas ça de science. Parce qu'il y a une chose qu'il faut que vous compreniez qui est assez amusante. C'est que quand les ordinateurs ont commencé à monter en puissance, les gens ont fait un peu l'erreur de faire des économies de neurones, quoi. Ils se sont dit, l'ordinateur de tout s'occupe, c'est pas la peine que je réfléchisse, la machine va le faire pour moi. Alors effectivement, quand on faisait des calculs sur ordinateur, vous voyez ça tous les jours, les simulations, vous avez des trucs colorés, des trucs machin, etc. C'est pas parce que vous faites des machins en couleur que vous avancez, quoi. C'est vrai que c'est assez marrant. Quand j'ai montré, en 2010, des travaux expérimentaux comme ça, il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que vous avez fait des simulations? Je dis non, nous, on pourrait faire des expériences. Parce que souvent, dans des colloques, et je sais, j'en reviens d'un colloque en juin dernier, les gens présentent des images qui sont à 99% des simulations. Et souvent, il n'y a rien du tout, sauf des simulations, quoi. Les gens qui font des vraies expériences, c'est qu'ils savent vraiment ce qu'ils font. Donc, ce groupe plasma froid, il n'en sort rien, parce qu'ils n'ont pas d'idée, ils n'ont pas de science. Et c'est basé sur quoi, ce truc-là? Je vais vous le dire, c'est que pour pouvoir manipuler prévoir des expériences dans les plasmas comme ça, il faut être à l'aise dans un espace à 7 dimensions, qui s'appelle l'espace des phases, quoi, c'est tout. À 7 dimensions. Oui, bon, je peux pas expliquer ça en 2 minutes. C'est pas non plus, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, un peu comme les théories d'Einstein, la relativité, c'est pas fantastique. Mais c'est la théorie cinétique des gaz, et elle a complètement disparu. Maintenant, les gens s'imaginent qu'ils remplacent ça par les calculs sur ordinateur, et justement,
un type comme Heinz, Malcolm Heinz, qui est de ma génération, qui est un copain, de même âge, nous, on a été formés dans cet aspect. On est des vrais théoriciens, et ça n'existe plus. Il n'y a plus que des gens qui font des branlettes sur ordinateur, quoi, c'est tout. Et ça n'existe plus à cause, justement, de cette montée en puissance de l'informatique? Je crois, et les enseignements n'existent plus. Alors, je vais vous donner un exemple. Je prends l'astrophysique théorique, par exemple. Vous avez certainement dans les tas d'universités des DEA d'astrophysique théorique. Dans ces DEA d'astrophysique théorique, je me rappelle, je vais m'enseigner dans un DEA d'astrophysique théorique à Marseille. Maintenant, un DEA d'astrophysique théorique, on apprend à servir de ordinateur, à faire des simulations. Alors que l'astrophysique théorique, c'est l'équation de Vlasov et l'équation de Poisson et les fonctions propres. Il y a toute une espèce de mathématiques derrière. Si on ne manipule pas ça, on ne fait pas l'astrophysique théorique. Ça n'a aucun sens. Moi, j'en ai fait pas mal en 74, dans les années 70. J'ai publié des travaux sur la dynamique des galaxies. Et quand on aborde le sujet avec ce genre d'outils de pensée, on sait ce qu'on fait. En astrophysique théorique, je peux vous dire, par exemple, au point de vue de la dynamique galactique, ces simulations sur ordinateur, c'est n'importe quoi. Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Il y a aussi un truc très curieux, c'est que quand on fait des observations sur le ciel, par exemple, on voit différentes formes de galaxies. Mais on ne peut pas savoir comment ça évolue, parce que nous avons des existences éphémères. Si on vivait 100 millions d'années, ce serait formidable, on les verrait tourner. Alors par exemple, les astronomes regardent, est-ce que les spirales se transforment en barrés, est-ce que les barrés se transforment en spirales, est-ce que les structures spirales sont fugitives ou au contraire permanentes? Comment faire? Il faut trouver un moyen de s'y retrouver, mais c'est pas en observant, parce que si vous revenez 10 ans après, ça va pas bouger. Je veux dire que notre observation du ciel, c'est complètement statique, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il faut vraiment avoir une compréhension en profondeur des mécanismes et des phénomènes qu'on ne trouve plus du tout chez les étudiants et chez les chercheurs, quoi. Donc on aura l'occasion de parler de tout à l'heure. Ouais. Et alors juste avant ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc comment ça s'est terminé avec le CNES Voilà, alors effectivement, dans ces BD, on n'a pas tout suivi la chronologie, puisque j'ai parlé un petit peu de la rencontre avec Papon, du fait que j'ai essayé de démarrer un projet de recherche, etc. Là-dedans, il y a un personnage qui est mort, qui est René Pelat, qui était un polytechnicien assez calé, mais extrêmement ambitieux, quoi. Il a été directeur d'absolument n'importe quoi, et à la fin, il était haut commissaire à l'énergie nucléaire, et c'est lui qui a vendu le projet ITER, par exemple. Il aurait vendu sa mère, il n'y a pas de